Bonjour à tous. Ça y est, c'est parti. Je m'appelle Alain Faure, je suis chercheur au CNRS en sciences politiques. Je travaille sur le pouvoir, l'engagement, la place des émotions dans l'engagement politique. Et j'ai été réquisitionné d'office aujourd'hui pour faire le fil rouge et le gentil animateur d'une journée d'anniversaire un peu particulière. Alors, le 19 octobre 1972, à la Chambre de commerce de Grenoble, une bande de joyeux lurons universitaires ont déposé les statuts d'une société coopérative, société anonyme coopérative à capital et personnel variable de 10 000 et 20 euros francs. Alors, tout de suite, vous voyez, René Favier, l'historien des PUG, est là pour surveiller. C'est lui qui a retrouvé ce document original. Donc, il y a pile 50 ans et un jour. Et alors, je le dis pour les gens qui nous suivent sur Facebook, on est en direct sur Facebook. On est à Grenoble École Management, on est à GEM, Grenoble École Management. On est dans le quartier Europol. Et on va, pendant 2 heures, accueillir un invité exceptionnel. Je me mets dans la lumière. Mais avant, je veux dire un mot sur cette bande de joyeux lurons qui débarquait donc dans cette chambre de commerce. Ils étaient inconscients, téméraires, pleins d'énergie. Il y avait un zeste de folie à créer une coopérative d'édition scientifique à cette époque. Et si vous regardez le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, si vous regardez le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, vous verrez dans la première page, pas dans la première page, mais en page 5 ou 6, venez à côté de moi, ces 2 personnes qui sont à côté de moi. Et c'est la même chose, je dirais inconsciente, téméraire, pleine d'énergie, avec un zeste de folie. Vous verrez, il y a une photo très drôle où elles sont entourées d'une centaine de livres. Et elles sont avec un immense sourire. Hilar, j'osais pas le dire. C'est Ségolène et Sylvie. Et donc, je vais leur passer la parole pour annoncer cet anniversaire. Bonjour à tous. Donc, je suis Ségolène Marbach. Je suis la directrice éditoriale des Presses universitaires de Grenoble. Et je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux dans cet auditorium de GEM. Que d'ailleurs, je remercie au passage l'école de management de Grenoble qui nous prête cet auditorium pour cet événement exceptionnel. Donc vous êtes venus, vous êtes déplacés, vous avez bien fait parce que c'est vraiment un moment exceptionnel. Pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. La première de ces raisons, c'est que vous allez assister à une conférence d'un authentique scientifique, Robert Vincent Joule, psychologue, spécialiste de psychologie sociale, qui a publié dans toutes les plus grandes revues, et qui, associé à un autre authentique scientifique, tout aussi psychologue social et ayant tout autant publié dans des revues étoilées, etc., ont ensemble écrit un livre qui était un livre scientifique, un livre de science, mais qui a été capable de trouver son public, à tel point que c'est un livre qui a été vendu à plus de 500 000 exemplaires alors qu'il est paru depuis 25 ans, et qui donc aujourd'hui est lu dans toutes les écoles de commerce, est lu dans toutes les facs de psychologie, est lu par tous les gens qui sont intéressés par la question de la manipulation. Donc ce livre, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et donc aujourd'hui, Robert Vincent, devant vous, va pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce que c'est que la manipulation pour les gens honnêtes. C'est une journée exceptionnelle aussi parce que, comme le disait Alain, ça s'inscrit dans le cadre des 50 ans d'une maison d'édition, qui plus est une maison d'édition en région, des presses universitaires et en plus une coopérative. C'est-à-dire qu'on coche toutes les cases pour durer 3 ans normalement. Et là, ça fait 50 ans qu'on est là, 50 ans que des équipes se battent au quotidien avec des bénévoles partout, des personnes associées, du conseil de surveillance, etc. Et donc ça, c'est aussi très exceptionnel. Des presses universitaires de Grenoble ont été les premières presses universitaires de France, après bien sûr les PUF, mais donc les premières en région, et elles ont été inventées sur un statut tout à fait particulier. C'est aussi une conférence exceptionnelle parce que ça fait 25 ans que le petit traité est paru. Aujourd'hui, donc, Robert Vincent est le dernier auteur à pouvoir venir devant vous puisque nous avons perdu Jean Léon en 2021.
et que Robert Vincent a, je pense, envie maintenant un petit peu d'arrêter, alors qu'il a fait des centaines et des centaines de conférences en France et même dans le monde depuis 25 ans. Donc vous assistez vraiment à un moment que vous n'oublierez pas, je l'espère en tout cas. Sylvie, je te laisse la parole. Merci. Alors, moi, je suis Sylvie Bigot, la directrice commerciale des presses universitaires de Grenoble. Je complète Ségolène dans sa mission. Et en tous les cas, moi aussi, je suis très heureuse de vous accueillir. On remercie effectivement fort Grenoble École de Management, mais aussi toute l'équipe de la chaire de la paix économique qui nous a aidés à préparer et à faire en sorte que vous soyez bien installés et que tout se passe bien ce matin. Et puis, Robert Vincent est avec nous et moi, j'ai amené le petit traité quand même. Et à l'occasion des 50 ans des PUG, on ne pouvait pas ne pas faire une édition collector de ce petit traité qui est aujourd'hui un très bel objet, avec un jaspage, une couverture cartonnée. On a mis tout ce qu'il fallait pour que ça devienne un beau livre. Et si vous le voulez, il sera là, à disposition. Robert Vincent pourra le dédicacer. Et j'espère, en tous les cas, qu'il va encore se vendre autant pendant les 50 prochaines années. Voilà, merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Sylvie. Alors ça y est, on démarre. Hein. Robert Vincent, je t'accueille officiellement. On est ravis. Hein. Alors on est ravis, honorés, touchés. C'est aussi un signe d'amitié. Donc à toi, alors les règles du jeu ce matin, 1 heure de conférence solennelle, sérieuse, et puis 3 quarts d'heure de discussion avec l'auteur, où on va le pousser dans ses retranchements. Il y a des étudiants et des gens très motivés. Robert Vincent, la parole est à toi. Bon, je me soumets librement, je vais la prendre. Mais d'abord, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous ce que je viens d'entendre. C'est une personne qui parlait à une autre. Peut-être sont-elles dans la salle, je ne vois pas bien. Et elle disait, on a la chance à Grenoble École de Management, je lis pour ne pas trahir les auteurs, ou l'auteur en l'occurrence, de travailler avec la plus belle matière première du monde, la matière grise. Je vais partager ça avec vous. Alors ça m'a fait penser à Pierre Dac. Pierre Dac, grand résistant, grand humoriste, et c'est quand même un inventeur, et pas n'importe quel inventeur, l'inventeur du schmilblick, qui nous disait « Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins d'idées noires. » C'est peut-être vrai. Alors, j'en arrive à cette conférence contraindre, informer, persuader, engager vers une manipulation honnête. Alors là, je me dois de... Je pense que ce ne sera pas le cas. Mais si quelqu'un n'était pas honnête dans la salle, je lui demande de sortir parce que cette conférence ne la concerne pas. Personne ne sort. Ouf. Je suis ravi. Alors, merci de m'offrir votre présence. Merci aux organisateurs, au PUG notamment, Sylvie et Ségolène. Derrière ces quelques mots, contraindre, informer, persuader, engager, une question de portée très générale qui nous concerne toutes et tous dans notre vie quotidienne, professionnelle bien sûr, mais aussi sociale, amicale, familiale. Et cette question peut se formuler de façon très simple. Comment amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire? Alors vous allez me dire, c'est un peu brutal. Bien sûr, on peut la formuler avec plus de nuances, de façon plus diplomatique. Comment aider autrui à améliorer ses comportements? Mais entre nous, c'est la même question. Et si je la ramène à moi, comment je peux amener autrui à faire ce que je souhaite le voir faire? Alors, repartons de cette grande question, comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans une société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes ont inventé les lois, les règles. Et sans le code de la route, par exemple, on ne peut pas prendre le volant. Vous avez un accident au premier carrefour. Donc assumons la façon de poser la question. Comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire? Si on écoute nos intuitions, elles nous disent, bien sûr, règles, lois, codes, autorité. Alors, d'accord. Prenons
une figure d'autorité par excellence, un agent de police, par exemple, avec son uniforme, les attributs du pouvoir, ou le gendarme. Plaçons-le à un carrefour, observons. Là, les gens font ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas discutable, c'est un fait. Les gens, en présence des agents de pouvoir. Je vois le gendarme, je ralentis. Je respecte le code de la route. Mais retirez le gendarme, on est rarement déçu. Les gens retrouvent instantanément leurs mauvaises habitudes. L'ombre du bâton disparue, tout redevient comme avant. Vous sentez déjà les limites du pouvoir, de l'autorité, des règles, oui, indispensables, les lois. Mais ce n'est pas suffisant. Je sais qu'il y a un radar, je ralentis, mais après j'accélère. Donc vous ne touchez rien de profond avec un schéma autoritaire. Vous ne faites pas battre le cœur et ne touchez surtout pas ce que les psychologues appellent assez volontiers, la motivation intrinsèque. La seule motivation susceptible de nous assurer de la pérennité des changements qu'on aurait pu être capable d'obtenir ponctuellement. Alors oui, on a besoin de règles, de codes et puis des figures d'autorité qui sont là pour faire appliquer ces règles, ces codes et ces lois. Mais ce n'est pas suffisant. Alors je formule la question peut-être un peu différemment. Comment amener autrui à faire spontanément ce qu'il doit faire, de lui-même ce qu'il doit faire, et librement ce qu'il doit faire, de lui-même, spontanément, librement. On ne peut plus aller chercher des clés du côté du pouvoir et de l'autorité. En revanche, si on écoute nos intuitions, vous entendez ? Ah, je les entends. Elles nous murmurent information, argumentation, prise de conscience, responsabilisation. Et on aime penser qu'en faisant preuve de pédagogie, en mettant en avant les bonnes informations, en tablant sur les bons arguments, on va provoquer les bonnes prises de conscience et du même coup les comportements attendus. Alors, je voudrais vous montrer les limites de cette façon de considérer les déterminants des comportements humains. Avec une recherche réalisée par mes collègues américains que je trouve exemplaire sur au moins 2 critères. Le premier, c'est la durée. Vous pouvez me dire, c'est long d'informer, de convaincre, de provoquer des prises de conscience. Bon, on va disposer de 10 ans. C'est confortable, 10 ans. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y aura pas de mauvaises habitudes. Vous pourriez me dire, c'est difficile de modifier les comportements des gens lorsqu'ils ont déjà pris de mauvaises habitudes, et vous auriez raison. Mais là, il n'y a pas de mauvaises habitudes, et pour cause, il s'agit d'une action de prévention du tabagisme qui va commencer à l'âge de 7 ans. À 7 ans, on ne fume pas. Première cigarette, c'est 10-11 ans. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes. 10 ans, au fil du temps, des semaines, des mois, des années, on va informer, convaincre, persuader, provoquer des prises de conscience. Au total, pour cela, on va disposer de 69 séances. Vous imaginez, 69 séances. Lorsqu'on fait de la prévention, en général, c'est 2 séances. 3, c'est le bout du monde. La plupart du temps, c'est 1 séance. C'est vrai que plus souvent encore, on ne fait pas de prévention du tabagisme. Donc 69 séances. Et rien n'est laissé au hasard, puisqu'on va faire parvenir aux familles 2 fois par an un courrier reprenant peu ou prou ce que les enfants ont appris. Et vous comprenez pourquoi. On espère qu'à la faveur d'un de ces courriers, le papa ou la maman va dire à sa fille ou à son fils, « Tu vois, fiston, ils ont raison de te dire ce qu'ils te disent, le tabac, c'est dangereux. Regarde, Pépé, je vous vois, papy, grand-papa, je vous revois jouer dans le salon. » Ben, il serait là, il serait avec nous. Il faut que tu les écoutes. Le tabac, ça tue. On ne sait pas, évidemment, ce qui se passe au sein des familles. En revanche, on sait parfaitement ce qui se passe durant ces 69 séances. Les contenus de connaissances ont été choisis sur la base des recommandations des plus grands experts du monde médical. Quant à la pédagogie, elle est parfaitement adaptée à l'âge des élèves. Et vous imaginez le travail qu'on peut faire, remarquable, avec une classe. La documentation que l'on donne, les discussions de groupe qu'on organise, les diapositives que l'on montre avec des bouches abominables. Bref, on fait un travail formidable, 69 séances.
Mais la moindre des choses, notamment lorsqu'on fait un travail formidable, c'est d'en évaluer l'efficacité sur les critères pertinents. Nous sommes dans le champ de la santé publique, il y en a au moins 2 de critères pertinents. L'action est faite pour ça. C'est bien sûr, à 17 ans, je ne fume pas. Je fume pas est un critère pertinent. Et comme ce n'est pas tout à fait la même chose que de fumer de temps en temps une cigarette qu'on nous offre à la faveur d'une soirée, que des cigarettes que j'achète régulièrement, évidemment, la consommation quotidienne moyenne est également un critère particulièrement important. Donc prenons ces 2 critères. Mais avant de vous donner les résultats, 2 mots sur la méthodologie. Elle est extrêmement simple. Au départ, on a 8000 élèves. Ils ont 7 ans, ils sont mignons comme tout, et on fait une distribution, comme on le fait toujours lorsqu'on fait de la recherche expérimentale, en 2 groupes, en l'occurrence ici. Parce qu'on a besoin de 2 conditions. Premier groupe, je vous en ai parlé, donc distribue dans 2 groupes. Donc 4000 élèves, distribution aléatoire, à partir de ce grand groupe de 8000 élèves. Premier groupe, c'est la condition expérimentale, je viens de vous en parler, je n'y reviens pas, ils ont bénéficié de 69 séances. Deuxième groupe, je n'ai pas besoin de vous en parler parce qu'on n'a rien fait. C'est la condition contrôle. Ils n'ont pas bénéficié de cette action de prévention du tabagisme. Puis ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis un jour, ils ont 17 ans. Et on compare les 2 groupes. Il n'y a strictement aucune différence entre les 2 groupes sur ces 2 critères-là. La probabilité d'être fumeur est exactement la même. Et lorsque je fume, puisqu'évidemment certains fument, on ne fume pas moins en moyenne dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Fait réfléchir, hein ? Pourtant, si on prend un autre critère, le problème, il n'est absolument pas pertinent en matière de santé publique. Ce que les gens pensent, savent, croient, notamment du tabac et de ses dangers. Alors l'action s'est avérée, fort heureusement, au bout de 69 séances, remarquablement efficace. En d'autres termes, on a touché ce que Lewin appelait en son temps, et permettez-moi ce langage un peu poussiéreux, la sphère des idées, ce que nous avons dans nos têtes, ce que nous savons, ce que nous pensons, sans toucher pour autant la sphère des comportements, ce que nous faisons effectivement dans la vraie vie. Alors, s'il n'était qu'une recherche comme ça, je n'oserais pas vous en parler, mais nous, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des méta-analyses. Vous savez, les méta-analyses, ce sont des analyses statistiques qui portent non pas sur les résultats d'une recherche, mais de l'ensemble des recherches concernant un effet, recherches publiées dans les revues nationales et internationales. J'en ai une en tête qui porte sur 1288 comparaisons. Les résultats sont strictement identiques. Oui, si c'est bien fait, l'information, l'argumentation permettent de modifier ce que les gens pensent, savent et croient, mais pas leur comportement. Vous sentez ce décalage, encore une fois, entre nos idées et nos comportements effectifs. Eh bien, ce décalage, je voudrais vous le faire sentir avec le cœur. On va prendre une cause admirable, puisqu'il en va de la vie. Le don du sang. Est-ce que dans cette salle, et j'y suis avec vous, est-ce que nous ne sommes pas, toutes et tous, parfaitement, informés, convaincus de l'intérêt qu'il y a à donner notre sang? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'on connaît parmi nos proches, certainement, peut-être même parmi nos très proches, des gens qui ont eu besoin du sang d'autrui et qui ont été sauvés grâce au sang des autres. Et parce qu'au fond de nous, personne ne peut se dire « Moi, monsieur, jamais je n'aurai besoin du sang d'autrui. » On peut être renversé ce soir et avoir besoin du sang des autres. Et on sait que les hôpitaux doivent être approvisionnés régulièrement en poche de sang. En d'autres termes, nous avons dans nos têtes toutes les bonnes idées, mais est-ce que pour autant nous donnons notre sang? Vous sentez le décalage entre les idées et les actes, en l'occurrence les bonnes idées, et les bons comportements que nous n'avons pas? Et en même temps, je vous demande de faire un peu d'introspection. Est-ce que vous ne sentez pas, tout au fond de vous, qu'il suffirait de rien pour que tout à l'heure, après cette conférence, nous donnions notre sang? Vous le sentez? Rien et on le fait. Et on passe des bonnes idées
au bon comportement? Rien. Vous le sentez, ce rien? C'est très important, ce rien. Les chercheurs en ont fait, les chercheurs dont je suis, en ont fait leur objet d'étude. Ce sera ma première conclusion importante, donc nous travaillons sur rien. Mais travaillant sur rien, c'est évidemment très difficile de trouver quelque chose, mais je vais vous en laisser juger. Alors ce rien, c'est l'immense Kurt Lewin. Alors Kurt Lewin, si on n'a pas une formation dans le champ des sciences humaines et sociales, on peut ne pas le connaître. Mais sachez que c'est quand même le plus grand psychologue depuis Freud. Alors on va remonter un peu le temps. On va aller même plus loin que la naissance des Pugs, les années 40. La guerre, ses privations, ses souffrances, sommes aux États-Unis. Et dans le cauchemar de la guerre, un problème de santé publique qui implique des modifications de comportement. Il n'y a plus dans les magasins, l'économie de guerre étant scalée, les produits de consommation qu'on trouve normalement, et notamment les pièces nobles de boucherie, dont raffolent les ménages américains. En revanche, disponible en magasin, mais ce n'est absolument pas dans les habitudes de consommation des ménages américains, des bas morceaux de boucherie. Cœur, oignons, tripes, des abats. Alors, c'est une question de santé publique. Comment amener les gens à manger des abats? Alors évidemment, on fait de grandes actions qu'on appellerait aujourd'hui de communication. La radio, manger des abats et on diffuse des recettes. La presse, manger des abats et on publie des recettes. Des affiches, manger des abats. Des affichettes sur les portes des commerçants partenaires de l'opération. Manger des abats et des présentoirs sur lesquels on trouve des recettes. Et puis ce constat amer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est en train de jeter les dollars, l'argent public par les fenêtres. Bon, il ne faut pas le faire, mais en temps de guerre. Certainement encore moins qu'en temps de paix. Alors les responsables de la santé publique s'en émeuvent et s'orientent vers l'immense Kurt Lewin pour lui demander de mettre l'état du savoir. Et malheureusement, l'état du savoir dans les années 40, tout le monde pense, y compris la communauté scientifique, que les comportements découlent logiquement des idées. Et d'ailleurs, Lewin, au début, pense que si ces actions d'information, de sensibilisation, les affiches, la radio, la presse n'ont pas été efficaces, c'est parce que ces actions n'ont pas permis de convaincre la population américaine de la nécessité de manger des abats, puisqu'il n'y a plus de pièces nobles. Alors il réfléchit, avec son staff, choisit sa cible, je vais dire la maman, mais dans ces textes, vous trouverez la ménagère, parce que c'est la maman qui s'occupe du ménage et donc qui fait les courses. Et si on veut que des abats arrivent sur la table familiale, c'est vrai que la maman est la bonne cible. Cette cible-là étant choisie, la maman, elle sera sensible à quel argument? Elle a besoin de quel type d'information? Et le voilà qui produit un argumentaire, qui l'optimise encore. Et lorsqu'il ne peut plus faire mieux sur le plan de l'information, de l'argumentation, de la prise de conscience, de la responsabilisation, il va demander à un de ses élèves, pas n'importe qui, le célèbre Alex Bavlas, de convaincre des mamans par petits groupes d'une dizaine de personnes. Et sachez qu'Alex Bavlas est excellent. Hein, c'est un spécialiste de la dynamique des groupes. Il sait faire battre les cœurs, mettre des gens en mouvement au service d'une ambition collectivement partagée. Bref, c'est un excellent conférencier. Et on sait que l'argumentaire sur lequel il va s'appuyer est excellent. On ne peut pas faire mieux. Premier groupe, 10 mamans. Il fait son travail, il informe, il persuade, il convoque des questions, il répond aux questions, objections, il lève les objections. Travail remarquable. Et avant que les mamans quittent la salle, il leur donne des recettes. Recettes d'abats. Renéotypées, peu importe, la photocopieuse sera inventée que beaucoup plus tard. Et voilà les mamans qui partent. Et au moment où elles partent avec leurs recettes, Lewin mesure ce qu'elles ont dans la tête. On sait le faire mieux maintenant qu'on ne le savait le faire dans les années 40, mais déjà dans les années 40, on savait mesurer au travers d'échelles d'altitude, notamment ce que les gens ont dans la tête. Et elles sortent
informé, convaincu, motivé. Donc l'acte de persuasion est réussi 3 fois. Informé, convaincu, motivé. Alors si les comportements découlaient des idées, on aurait pu crier victoire. Hein. Lewin souffle, mais il est trop sérieux pour s'arrêter là. Il va prendre le moment venu la seule mesure, je dis bien la seule mesure qui importe en matière de santé publique, c'est est-ce que oui ou non des abats ont été servis. Premier groupe, 0. 0. Alors qu'elles sont directement concernées, on s'est placé dans la situation la plus favorable parce qu'on ne peut pas obliger des mamans à venir écouter un conférencier parler des vertus des abats. 0. Qu'est-ce que c'est ce truc, Alex? Un peu comme si on recevait une tuile sur la tête en sortant. Qu'est-ce que c'est ça? Recommence, il doit y avoir un biais. Il recommence. Il met tout son cœur, son élan, son allant. Il informe, il persuade, pareil. Elle sort informée, convaincue, motivée, pas plus, pas moins. On prend ensuite la mesure qui importe en matière de santé publique. Deuxième groupe. 10 mamans, 0. Vous sortez, vous recevez encore une tuile sur la tête. Là, vous allez vous dire, attends, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des régularités qui commencent à faire sens. Et là, Lewin réunit son staff. On vient de lever un lièvre, là on va recommencer, mais là c'est sûr qu'il va recommencer une. Au bout du bout, il va arriver à 3%. Qui ne s'explique pas, vous allez le voir d'ailleurs, par l'acte de persuasion, mais par le fait d'avoir pris des recettes, d'avoir accepté de partir avec des recettes, qui est un acte préparatoire. Alors c'est là que Lewin va faire cette avancée assez considérable, puisque il va écrire, et on donne cette référence dans tous les cursus de psychologie et de sciences humaines et sociales, les théories dominantes veulent que les comportements découlent des idées et des motivations. Je crains qu'il faille revoir ces théories. Alors voilà son avancée. Oh, elle va vous paraître simple, très simple, peut-être simpliste, mais après tout, et entre nous, après coup, est-ce que tout ne paraît pas simple, mais après coup? Prenons l'invention de la roue. Est-ce que ça ne vous paraît pas simple, l'invention de la roue? On a presque envie de se dire, mais moi je l'aurais inventé. Mais après, quand on réfléchit, il faut quand même être sacrément immodeste pour se le dire, puisque on a inventé la roue quasiment hier, il y a 5000 ans seulement. Alors moi, je ne vais pas remonter à nos plus lointains ancêtres. Hein. Lucie, découverte par Yves Coppens, c'est une dame qui a 3 millions d'années, 3 millions d'eux exactement. Moi, je vais prendre nous, l'homme moderne, qu'on appelait il y a quelques années encore Sapiens Sapiens. Je vais prendre celui qui est venu d'Afrique, avant de circuler de par le monde. 100 000 ans. 100 moins 5. À vous, à moi, il nous a fallu 95 000 ans pour inventer la roue. Non, c'est pas si simple. Et pourquoi c'est pas si simple? Parce qu'inventer, comme le dit l'immense Einstein, c'est penser à côté. On a pu inventer la roue qu'à partir du moment où on a cessé d'imiter le galop du cheval. On a pu inventer la machine à coudre qu'à partir du moment où on a cessé d'imiter les doigts de la couseuse. Qui coud comme ça, la machine, elle pique dans l'autre sens. Et on n'a pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Voyez, on est ailleurs. Ne pas penser ailleurs, ça revenait à dire, mais qu'est-ce que j'ai oublié de leur dire? Quel est l'argument qui me fait défaut? Ou quelle est l'information que j'ai oublié de mettre en avant? Il avait tout fait. Il avait optimisé encore son argumentaire. Et c'est là qu'il va avoir cette idée lumineuse. Qu'est-ce qui pourrait relier à la sphère des idées à la sphère des comportements? Quel est le chaînon manquant, en quelque sorte? Il se dit, mais c'est bête comme tout. Et si c'était une décision? Si je demande aux gens de décider de faire ce que leurs nouvelles idées leur donnent à décider de faire, pourquoi ils ne le feraient pas? Alors, revenons. 10 mamans. Comment terminer Bavlas précédemment? C'est le schéma du manager, c'est le schéma du pédagogue, c'est le schéma de l'avocat. Je vous ai convaincu, je compte sur vous, vos enfants, vous les aimez, servez des abats. Vous avez vu les résultats? Rien. Alors cette fois, Lewin demande à Bavlas de modifier le statut des mamans, de leur donner un statut non pas de récepteur, mais de décideur. Avant qu'on se quitte, bien sûr, avant il a informé, convaincu, persuadé, il a fait la même chose.
Et voilà ce qu'il va dire. Il donne les recettes, toujours les mêmes. Voilà ce qu'il va dire. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. Levez la main, je voudrais compter. Non, je vous en prie, levez la main, je voudrais compter. Les gens ont les bonnes idées, ils lèvent la main. Elles sortent de la salle de conférence, les Lewin mesure ce qu'elles ont dans la tête, c'est pareil. Elles sortent informées, convaincues, motivées, mais pas plus. Et puis il prend la mesure qui importe en matière de santé publique. Cette fois, c'est plus 0 ou 3%, mais 32%. Alors si je raisonne par rapport aux 3%, 3,32, 10 fois plus, ça tient à quoi? À rien. Oui, à rien. Pas l'amour des mamans pour leurs enfants, pas au rapport qu'elles entretiennent aux abats, ou à la santé de façon plus générale, à rien. Un jeu de circonstances qui a fait qu'on leur a demandé, avant qu'on se sépare, j'aimerais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. Si on ne leur avait pas demandé, elles n'auraient pas, si on ne leur avait pas posé cette question-là, elles n'auraient pas servi des abats. Ça fait réfléchir, hein. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, on peut quand même aller beaucoup plus loin que de demander aux gens s'ils sont d'accord pour effectivement faire ceci ou faire cela. Mais quand même, je voudrais vous montrer que ces petites décisions tellement faciles à obtenir peuvent transformer l'observateur en acteur, et n'ayons pas peur des mots, le lâche en héros. Recherche américaine toujours, ça se passe dans un restaurant à New York, et voilà quelqu'un qui mange ses hors-d'œuvre, dont le repas ne fait que commencer, et la table juste en face de lui, quelqu'un arrive, c'est un expérimentateur, mais celui qui mange ses hors-d'œuvre, lui, a un statut de sujet naïf, ne sait pas que c'est un expérimentateur, arrive avec un cartable magnifique de grande valeur et le pose sur la table. Et puis, il fait un pas, deux pas, au bout de quelques minutes, s'approche de la personne qui nous intéresse, le sujet naïf dont on va étudier le comportement, mais lui ne sait pas qu'il est observé. Donc son comportement ne pourrait pas être biaisé. En fonction de l'image qu'il souhaite nous renvoyer, il ne sait pas qu'il est observé. On s'approche. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît. Ça, c'est la dernière condition. Si on s'y prend de cette façon-là, vous avez 100% des gens. Vous voyez, cette décision tellement facile à obtenir que je formule ma demande, j'obtiens dans 100% des cas, mais bien sûr, je vous en prie. À ce moment-là, lorsque un voleur va arriver un peu plus tard, c'est un autre expérimentateur qui a un statut de voleur, qui va s'approcher du cartable, attendre 1 à 2 secondes pour laisser à la personne le temps de réagir, et ensuite prendre le cartable et partir. Donc on simule un vol, mais un vol caractérisé, pour voir comment la personne qui en est le témoin, et en l'occurrence à qui on a demandé de veiller aux affaires, réagit. 100% des gens empêchent le vol. 100%. Alors que dans la condition contrôle, c'est 0%. La condition contrôle, en 3 mots, voilà quelqu'un qui mange ses hors-d'œuvre, c'est le sujet naïf. Voilà l'expérimentateur au cartable, il s'installe, attend le même nombre de minutes, mais cette fois va directement aux toilettes, laissant son cartable magnifique de grande valeur. Arrive le voleur, qui se comporte exactement de la même manière parce que son comportement est parfaitement standardisé, c'est un chercheur. Arrive le voleur, et on regarde comment la personne réagit. 0%. Les gens mettent le nez dans leur assiette comme s'ils n'avaient rien vu. Vous voyez l'importance de la décision, comment on peut transformer un lâche en héros, un observateur en acteur, rien, quelques mots. Excusez-moi, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît. Mais regardons les gens, parce que là est tout l'intérêt de la recherche. Elle a été réalisée dans différentes villes. Regardons les gens sortir du restaurant. Ce ne sont pas les mêmes, selon que la main innocente du hasard les a placés dans la condition 1, celle qui m'intéresse. Excusez-moi, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît. Ou dans la condition 2, on n'a rien dit. Il n'y a pas eu d'interaction. On les regarde sortir, on fait plus que ça, on demande à des chercheurs de prédire le comportement qu'a pu avoir la personne. En lui disant, il y a 2 possibilités. Une tentative de vol, on a essayé de voler un cartable magnifique. Dis-moi, soit la personne a réagi, elle a empêché le vol, soit elle a mis le nez dans son assiette, elle a fait semblant de ne rien voir. Tiens, voilà quelqu'un qui sort,
dans quel groupe de personnes tu mets cette personne-là. On ne se trompe jamais. Tellement ça se voit, tellement c'est fort, ça dégouline. Les gens ne sortent pas du dispositif expérimental comme ils en sont entrés. Certains sortent, et vous imaginez assez facilement lesquels, comme une ombre triste se traînant d'amers regrets. Le pas est pesant, des semelles de plomb. Ils regardent debout de leurs chaussures. On sent qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne sont pas contents d'eux-mêmes, ils ne sont pas fiers, parce qu'ils savent qu'ils ont laissé partir quelqu'un avec un cartable magnifique. Ils ont le cœur froid, le cœur en hiver. Et puis il y en a qui sortent, mais qui n'ont pas du tout le cœur en hiver, mais le cœur au printemps, et le pas aussi léger que le vol de l'hirondelle qui vient nous l'annoncer ce printemps, tant attendu, des ailes aux talons, ils volent, ils flottent. Ils sont en train de se dire, comme la théorie de l'engagement le donne à attendre, « Toi, t'es formidable ». En d'autres termes, ils établissent un lien entre ce qu'ils ont fait, leur personnalité et leurs valeurs, un lien entre ce qu'ils ont fait et leur personnalité et leurs valeurs. Or, ce qu'ils ont fait, nous on le sait, c'est le fruit du hasard. C'est parce qu'ils sont arrivés en 1, alors qu'ils auraient pu arriver en 2. Vous comprenez la logique expérimentale, parce qu'en 1, 3, etc., et ensuite c'est 2, 4, 6. C'est un pur arbitraire expérimental. En d'autres termes, je rembobine. Nous avons été capables d'obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'aurait pas réalisé de lui-même spontanément. La preuve, dans les conditions de contrôle, des gens mettent le nez dans leur assiette et font semblant de ne rien voir. Nous avons été capables d'obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'aurait pas réalisé de lui-même. Eh bien, si j'ajoute volontiers, je ne connais pas de meilleure définition du management. Obtenir de quelqu'un qu'il fasse volontiers ce qu'il a à faire. Mais nous avons obtenu ce comportement dans des conditions telles qu'il en appelle à ce qu'il est. C'est pour ça qu'on va pouvoir obtenir des effets pérennes. La personne sort, se reconnaît dans ce qu'elle a fait, encore une fois, établit un lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle est, sa personnalité, ses valeurs. Allons plus loin. Parce que je n'ai pas la naïveté de croire qu'il suffit de demander pour obtenir, comme le donnent à penser les deux exemples que j'ai pris. Lewin, qui va servir des abats? Les gens lèvent la main. Excusez-moi, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît? Les gens répondent oui, volontiers, je vous en prie. Évidemment, certaines décisions sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Alors, on va devoir préparer ces décisions. Et vous allez voir, on va récolter au temps T2 ce qu'on a semé au temps T1. Je voudrais d'abord vous parler de cette très belle découverte réalisée par mes collègues américains. Ils souhaitaient que des gens mettent dans leur jardin un grand panneau. Un grand, 1 mètre sur 2. Alors, je veux un contexte. Le contexte, un enfant renversé, une émotion collective, partage social des émotions, plus jamais ça dans notre résidence. Mais de là à accepter de mettre dans son jardin un panneau, ralentir prudence, même si la personne qui vous sollicite vous dit « pas pour toute la vie ». Mais vous savez, avec la pose et la dépose, si on ne peut pas le laisser au moins une quinzaine de jours, on ne le mettra pas. Est-ce que vous seriez d'accord? Dans ce contexte-là, 16% des gens acceptent. Si vous aimez les décimales, 16,7%. Mais regardez comme c'est facile de faire beaucoup mieux. Au lieu de demander aux gens directement de mettre le panneau, on va leur demander de faire beaucoup moins. Le panneau, on va le réduire dans les deux sens, dans ce sens et dans ce sens, jusqu'à ce qu'il reste qu'un tout petit bout de panneau. Par exemple, un autocollant, 3 cm sur 4. Et au lieu de demander aux gens de mettre le panneau, on va leur demander de mettre l'autocollant sur la même thématique, prudence au volant. Tout le monde accepte. Idéalement, un bon acte préparatoire est accepté par la quasi-totalité des personnes à qui on demande de le réaliser. Dans cette recherche-là, tout le monde, je dis bien tout le monde, accepte. L'autocollant étant mis, mais évidemment, on n'a pas dit « vous ne mettez pas l'autocollant, vous avez 2 gifles ». D'accord, pas de menace de punition.
On n'a pas dit non plus, si vous mettez l'autocollant, je vous donne 15 $. Non, pas de promesse de récompense. Les gens n'ont donc aucune raison externe de le faire. Ils ne l'ont pas fait pour éviter une punition, pour obtenir une récompense. Donc, ils sont amenés à tisser un lien entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. Ah oui, c'est vrai qu'ils roulent trop vite. C'est vrai qu'il y a des enfants qui jouent. Et dans cette recherche, c'est quelques semaines après, on revient et on leur demande de mettre le panneau. La seule différence, c'est qu'entre-temps, ils ont mis un autocollant. 17% tout à l'heure, 16,7%, 76%. Plus de 4 fois plus. Ça tient quoi? À rien. Ce rien qui va encore nous occuper. Vous voyez, ça ne tient pas à la personnalité des gens. Ça ne tient pas à l'idée qu'ils se font des chauffards, au rapport qu'ils entretiennent à la loi, au code de la route en particulier. Non, à rien de tout ça, un jeu de circonstances qui a fait qu'on leur a demandé préalablement de mettre un autocollant et qu'ils n'ont pas refusé. J'ai envie de vous parler maintenant d'une recherche, toujours pour illustrer le même phénomène, l'importance qu'il y a à mettre les gens en mouvement en obtenant de leur part, dans un premier temps, un petit acte, mais ce petit acte va les inscrire dans un cours d'action qui va, le moment venu, les amener à faire ce qu'on souhaite les voir faire. Alors, j'avais besoin, il y a quelques années, que des étudiants s'arrêtent de fumer pendant 24 heures. On sélectionnait que des étudiants qui fumaient plus de 20 cigarettes dans certaines recherches. Alors voilà comment ça se passe. Bonjour, je me permets de me présenter. Je suis chercheur, on donne son nom, le nom de son laboratoire. Actuellement, nous travaillons sur la concentration des fumeurs. Je vois que vous êtes fumeur. Vous fumez combien de cigarettes? C'est à l'époque qu'on fumait encore dans les lieux publics. Si la personne répond plus de 20, très bien, on continue. La semaine prochaine, j'aurai besoin de personnes comme vous pour faire participer à une expérience. Alors je vous dis tout, il faut venir une première fois au laboratoire pour faire un test d'un quart d'heure. Revenir 24 heures après pour faire un deuxième test d'un quart d'heure. Mais il y a un inconvénient, entre les deux, il ne faut pas fumer, sinon vous biaiserez tous mes résultats. Est-ce que vous seriez d'accord? Essayez de demander à un ami, à un proche de s'arrêter de fumer pendant 24 heures. Hein. Peu importe le nombre de personnes qui ont dit oui, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui l'ont fait effectivement. 4%. 4%. Parce que là, on n'a pas préparé la décision. Directement, les gens sont confrontés à la demande qui nous intéresse. Alors, dans notre condition, on s'y prenait différemment. On s'assurait, les gens fumaient, qu'ils fumaient bien plus de 20 cigarettes, et on leur disait « J'ai besoin de vous, mais regardez, ce temps, 15 plus 15, 30 de test, on le réduit. On le réduit, 3 minutes. Ces 24 heures, on les réduit, 2 heures, comme on a réduit le panneau. » Bon, d'accord. Écoutez, alors j'aurais besoin de vous. Là, je travaille actuellement sur la concentration des fumeurs, et plus exactement sur la privation de tabac sur la concentration. Est-ce que vous accepteriez de faire pour moi un test? Ça prend 3 minutes. Papier-crayon. Bah oui. Non, il y a juste un inconvénient. Bon, je pense que ce n'est pas un problème pour vous. Il ne faut pas fumer les 2 heures avant. Sinon, tous mes résultats seraient biaisés. On vous dit oui. Qu'est-ce que c'est pour un étudiant qui a le temps de consacrer 3 minutes de son temps pour aider un chercheur à produire du savoir? Rien. Voilà mon acte préparatoire. Merci beaucoup. Il revient 2 heures après. Il fait son test, 3 minutes. Merci. Et là, on formule la requête, celle qui nous intéresse, mot pour mot, comme dans la condition précédente. La semaine prochaine, j'aurai besoin de personnes. Je travaille, vous le savez, sur la privation, sur les effets de la privation de tabac sur la concentration. Mais là, il faut venir au laboratoire. Ça prend 15 minutes. Faites un premier test, en ayant fumé normalement. Et il faut revenir le lendemain, 24 heures après, sans avoir fumé, parce que je veux comparer votre performance avant et après la privation. Est-ce que vous accepteriez? Peu importe le nombre de personnes qui m'ont dit oui, ceux qui l'ont fait effectivement, 44%. 4%? 44%? Ça tient à quoi? À rien. Oui, à rien. Un jeu de circonstances qui a fait qu'on a demandé préalablement aux gens de faire un petit acte qui les a mis en mouvement, qui les a prédisposés, le moment venu, à répondre oui à la question qu'on leur a posée. Est-ce que vous accepteriez finalement
de venir 2 fois au laboratoire et en vous privant pendant 24 heures de tabac. Mais allons plus loin. Je voudrais maintenant vous faire sentir que ces actes préparatoires peuvent également déboucher sur le comportement que l'on attend, même si on ne le demande pas. Alors là, c'est le rêve du manager et c'est le rêve du pédagogue. Hein. Voir les gens faire ce qu'ils ont à faire sans qu'on ait à le leur demander. Mais entre nous, dans une entreprise, le collaborateur sait, ou alors il y a un vrai problème de management, dans cette situation-là, ce qu'il a à faire. Il connaît quel est le bon comportement professionnel. Comme exactement dans la rue, et là je vous amène à Aix-en-Provence, si vous voyez quelqu'un perdre un billet de banque, vous connaissez le bon comportement. Il n'est pas obligé de vous dire « Excusez-moi, auriez-vous la gentillesse de me faire savoir que j'ai perdu de l'argent ?» Mais c'est ce qu'il vous dit. Il vous le dit implicitement. Donc on est là dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, le paradigme de la demande implicite. Alors, venez avec moi à Aix-en-Provence, dans le cœur historique d'Aix-en-Provence. La recherche a été reproduite de très nombreuses fois et dans différentes villes. Et puis voilà un Aixois qui se promène et qui voit quelqu'un qui arrive vers lui, qui marche assez vite. Et cette personne qui marche assez vite sort un téléphone et, sortant ce téléphone, perd un billet de 10 €. Le billet de 10 € arrive juste devant l'Aixois. Alors évidemment, celui qui va perdre le billet, c'est un chercheur dont le comportement va être parfaitement standardisé. Le sujet naïf, c'est celui qui est le témoin de la perte. Et on voulait voir comment les Aixois réagissaient dans cette situation, qui est une vraie situation. Ça arrive dans la vraie vie, de voir quelqu'un perdre un billet de banque. Ça m'a fait mal, très mal. Après, j'ai soufflé parce qu'on a obtenu à peu près les mêmes résultats dans les différentes villes dans lesquelles l'expérience a été reproduite. 20% seulement pour « Monsieur, monsieur !» alerter la personne de la perte de son billet. Alors, si je fais 100 moins 20, ça veut dire que dans ma ville que j'aime, Aix-en-Provence, il y a 80% des gens pour faire quoi? Ralentir, s'arrêter, parfois mettre le pied sur le billet, on n'est jamais trop prudent, attendre le temps qu'il faut. Souvent, on regarde un peu son téléphone, si un SMS était arrivé, et puis on prend de l'information. On regarde devant, derrière, à droite, à gauche. Parfois, on lève la tête pour voir s'il n'y a pas quelqu'un au balcon, en train d'arroser les bégonias. Bref, on prend de l'information, on s'assure que personne ne nous voit, et ensuite, on descend dans un mouvement qui est toujours assez élégant, comme attiré par une sorte de Graal. Il y a toujours non, j'exagère. Il y a souvent une activité autour et à propos de la chaussure. Peut-être le pli du pantalon, peut-être un peu de poussière, peut-être les lacets. Ce qui est sûr, c'est lorsque je me relève, j'ai bien le billet dans le creux de ma main. Bon, revenons à la réalité, 20%, c'est peu. Alors question, comment amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire? C'est le prix d'une vie sociale de la qualité, parce que ce billet, c'est peut-être le repas des enfants pour celui qui le perd. Comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire, mais sans même le lui demander? Regardez, lorsqu'on connaît la psychologie sociale expérimentale, comme c'est facile, eh bien, on va tabler sur un acte préparatoire. L'acte préparatoire, vous sentez maintenant comment on va le construire. On part du comportement attendu, et on en réduit le coût. Le panneau, je l'ai réduit pour en faire un autocollant. La privation de tabac de 24 heures, je l'ai réduite, 2 heures. Le temps passé au laboratoire, 15 plus 15, 30, j'ai réduit 3 minutes. Donc, je dois réduire le comportement attendu, le coût du comportement attendu. Quel est le comportement attendu? C'est je rends service à quelqu'un. Alors, on peut faire mieux. Je rends service à un inconnu. Rendre service à un inconnu. Je suis dans une ville. Rendre service à un inconnu, je demande, je l'obtiens, dans 100% des cas. On a pensé, évidemment,
demander un renseignement. Alors, c'est l'époque où on avait un collègue anglais dans le laboratoire, donc il était parfait pour ce rôle-là, et il devait dire « Excuse me, le cours Mirabeau ». Bon, alors évidemment, on ne s'adresse qu'à des gens qui ne courent pas, parce qu'ils pourraient ne pas avoir le temps de rendre le service, et on ne s'adresse qu'à des gens qui sont seuls, parce que sinon, évidemment, le comportement des personnes pourrait être biaisé en fonction de l'image qu'ils souhaitent renvoyer d'eux-mêmes, bien sûr. Donc des gens qui ne courent pas, qui marchent tranquillement, qui sont seuls et qui prennent une ruelle particulière, puisque c'est au bout de cette ruelle, au coin de la rue L'Aventure, que l'expérimentateur va arriver, sortir son portable et perdre un billet de banque. Donc avant que la personne ne prenne cette ruelle, elle est seule, elle ne court pas, vas-y Tim. Et il devait dire, sorry, le cours Mirabeau. Je m'adresse à quelqu'un qui ne court pas, ben forcément, il va m'expliquer où le cours Mirabeau. D'accord. Bon, la vie lui montre qu'il est serviable. Parce que là encore, l'anglais n'a pas dit, si vous ne m'expliquez pas, je vous donne 2 coups de pied. Il n'a pas du tout dit ça. Pas de menace de punition. Il n'a pas dit, si vous m'expliquez où le cours Mirabeau, ce serait merveilleux pour moi, je vous donne ma montre. Pas du tout. Il n'y a pas non plus de promesse de récompense. Pas de facteur externe, donc j'en appelle à des facteurs internes. Je suis serviable. Tac! Une petite lampe s'allume. Elle brille, peut-être faiblement, mais elle brille. Je suis serviable. La vie m'a montré que j'étais serviable. L'anglais a compris, il s'en va. D'ailleurs, il répète, il montre qu'il a compris. Il part dans la direction indiquée. La personne, on l'a arrêtée parce qu'elle prenait cette ruelle-là. Donc elle va continuer son chemin. Et puis un peu plus loin, 200 mètres plus loin, voilà l'expérimentateur qui va sortir un portable et qui va perdre un billet de banque. On regarde comment elle réagit. Cette fois, c'est plus 20%, mais 40%. Vous avez doublé la probabilité de voir les gens faire ce qu'ils ont offert sans même le leur demander. Mais on peut faire beaucoup mieux. Augmentons le coût de l'acte préparatoire. Pareil, on en perd parce qu'ils courent, on en perd parce qu'ils sont accompagnés, on en perd beaucoup parce qu'ils ne prennent pas la ruelle. Et puis voilà, une troisième personne qui prend la ruelle. L'anglais, sorry, le cours Mirabeau, il obtient l'information, mais là, pour rendre le service plus coûteux, il demande à la personne de répéter. La personne répète. Donc si la première fois, elle a mis 20 secondes, la deuxième fois, elle va mettre 1 minute pour expliquer. Donc la vie lui montre qu'elle est vraiment serviable. Vous sentez que la lampe, tu es serviable. Elle brille plus fort. L'anglais a compris. Il s'en va dans la direction indiquée. La personne continue son chemin, prend cette ruelle. Et au coin de la rue, voilà quelqu'un qui perd un billet de banque. C'est plus 20, c'est plus 40, 55%. Mais on peut faire mieux. Et très facilement. Il suffit d'augmenter le coût d'acte préparatoire. Parce qu'en augmentant le coût, la lampe va briller davantage. Pareil, alors on en a perdu, ils ne prenaient pas la ruelle, ils couraient, ils accompagnaient. Mais voilà une 4e personne, elle est seule. Vas-y. Sorry, le cours Mirabeau. Il obtient le renseignement. Et cette fois, il va s'arranger pour que la personne se déplace pour être mis dans la bonne direction. Je ne comprends pas bien le français. Et jamais personne ne lui a dit, mais attendez, apprenez le français avant de venir en France. Hein. Jamais. Allez, venez, vous avez raison, ce sera plus simple. Il obtient donc que la personne se déplace. Dans la plupart des recherches, c'est une 50aine de mètres. Qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie, lorsqu'on n'est pas pressé, de se déplacer, faire 50 mètres pour indiquer son chemin en anglais qui est sympathique comme tout. Bon. On arrive au bout, ça devient du langage international. Cours Mirabeau, effectivement, bien en face. Merci, dit l'anglais, et la personne revient. Mais vous sentez que cette fois, la lampe, elle brille davantage. Ah, toi, tu es serviable. Hein, tu es serviable. Et voilà que, un peu plus loin, exactement dans les mêmes conditions, quelqu'un perd un billet de banque. C'est plus 20, c'est plus 40, c'est plus 55, 70%. Mais on peut faire mieux. Pour l'instant, on s'en est remis à ce que j'appellerais de l'auto-allumage. Le réverbère s'allumait tout seul. Mais dans la vie sociale, il faut allumer le feu.
C'est l'intérêt de la dernière condition. On va allumer le feu. C'est l'anglais qui va allumer le feu. Alors, regardez, on en a perdu. Il ne prenait pas la ruelle. Il courait. Il accompagnait. Oh, formidable. Voilà une 5e personne qui prend la ruelle, qui est seule, qui ne court pas. L'anglais, Tim. Sorry, le Courmirabeau. Il obtient l'enseignement. Il dit qu'il n'a pas compris, demande à la personne de l'accompagner pour être mis dans la bonne direction. Ce que fait chaque personne sollicitée. Jamais une seule personne n'a refusé. Il montre à la direction. Lorsqu'il a fait ses 50 mètres, le Courmirabeau est au bout. L'anglais précédemment a seulement dit « merci ». Là, il va rajouter « j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de serviable comme vous ». Et la personne sourit un peu. Jamais personne n'a dit « non, je suis une ordure de la pire espèce », jamais. La personne sourit un peu. « Vous devez être serviable, n'est-ce pas ?» Et là, elle sourit franchement. Et voilà qu'elle part cette fois avec la cognition qui correspond au trait de personnalité dont on recherche les effets. Donc elle a une mise en mots du trait de personnalité dont on attend les effets. Et elle ne l'a pas rejeté. Serviable, qui brûle comme un soleil dans sa tête. Serviable, serviable. Elle refait ses 50 mètres, prend la ruelle, et puis, dans les mêmes conditions que précédemment, voilà l'expérimentateur au portable qui sort son téléphone, qui perd 10 € dans les mêmes conditions, et on observe. C'est plus 20, 40, 55, 70, 90%. 90%. Ça tient à quoi? À rien. Vous sentez à rien, absolument pas à la personnalité des gens, mais à un jeu de circonstances qui a fait que je suis arrivé en 5, en 10, en 15, en 20, en 25, et alors que j'aurais pu arriver en 2, en 6, etc. Vous voyez, en 11, puisque c'est un pur arbitraire expérimental. Première personne qui arrive, c'est la condition 1. On ne lui demande rien. La deuxième personne qui arrive, c'est la première condition expérimentale. Où est le Courmirabeau? Deuxième condition, où est le Courmirabeau? Pour y répéter. La quatrième, c'est où est le Courmirabeau? Je ne comprends pas, vous pourriez m'accompagner. Et la 5e personne, c'est pareil, on est accompagné. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de serviable. Vous devez être quelqu'un de serviable, n'est-ce pas? Il y a l'étiquetage en plus. Mais celle qui arrive en 6 se retrouve dans la première condition. Donc c'est un pur arbitraire expérimental. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que lorsqu'on interroge les gens, lorsqu'on leur demande d'expliquer leur comportement, alors vous savez, bien sûr, il y a des règles d'éthique, de déontologie qui gouvernent la recherche. Et on ne peut pas s'adresser, par exemple, à quelqu'un qui a pris le billet, parce qu'il ne faut pas que la personne sorte du dispositif expérimental plus mal que la façon dont, moins bien que la façon dont elle y est entrée, puisqu'elle n'a pas choisi, effectivement, d'y entrer. Mais les codes de déontologie ne nous interdisent pas d'interroger quelqu'un qui a réalisé le comportement socialement attendu. Il a dit « Monsieur, vous avez perdu de l'argent ». Parce que dans le premier cas, on est pris la main dans le pot de confiture. On se sent un peu honteux, alors que là, sur le plan narcissique, ça fait même du bien au seul concept. Alors regardez.